Le président Trump a dit sur Truth Social, « Écoutez, je veux tout ce qui concerne le nucléaire, tout de suite. » Il n'a pas précisé où sinon quoi, mais on dirait qu'il pense qu'il peut simplement l'obtenir. Or, ce n'est même pas sur la table du côté iranien. Ça, c'est plutôt pour une phase 2. Et pourtant, Trump parle comme s'il voulait ça avant même la phase 1. Comment ça pourrait marcher, Doug? Eh bien, Donald Trump est incohérent. Soyons francs. Il n'a pas de cadre cohérent auquel il se tient, et il a tendance à tout mélanger. Différents éléments d'un accord, à des moments différents. Ce qui explique, tu vois, ton commentaire sur le nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que Rubio paraît, disons, plus articulé. Ce qu'il dit semble plus crédible, mais au final, le résultat est le même. En gros, il dit, soit on obtient ce qu'on veut, soit il n'y aura pas d'accord. Et pour lui, pas d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Mais qu'est-ce qu'un mauvais accord? C'est tout ce qui laisse l'Iran intact. Et quels sont les principaux points de blocage? Évidemment, cette histoire d'uranium enrichi, qui revient sans cesse au centre des discussions. Et en plus de ça, l'idée que l'Iran ne peut pas, ne doit pas garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Eh bien, ce sont deux problèmes insolubles du point de vue de l'Iran. L'Iran considère ces deux questions comme étroitement liées à sa souveraineté nationale et à son indépendance. Donc, je pense qu'on peut dire avec une certaine certitude qu'il n'y aura pas d'accord. Oubliez ça. Et puis, il faut rappeler qu'on ne parle même pas directement aux Iraniens. On dirait que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Vous voyez? Parce que Donald Trump donne l'impression qu'on est tout près d'un accord et qu'ils sont maintenant beaucoup plus professionnels. Comme si tout à coup, nous étions devenus professionnels. Franchement, je ne peux rien imaginer de moins professionnel que les types qu'on a envoyés là-bas pour négocier. À ce stade, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à attendre que cette guerre éclate au grand jour. Et j'ai le sentiment qu'on s'en approche. Avec ce qui s'est passé hier soir, il semble presque certain qu'on va replonger dans une guerre ouverte. Et permettez-moi de souligner ce point du côté iranien. Ici, on montre toujours ce que disent les deux camps, puis on regarde ce qui se passe réellement sur le terrain. Là, on vient d'entendre Rubio dire que, eh bien, on a les grandes lignes d'un accord. Eh bien, voici maintenant ce que dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bagheri. L'objectif des négociations, c'est de mettre fin à la guerre. À ce stade, nous ne discutons pas des détails liés à la question nucléaire. Les menaces, les pressions, les mises en scène ou la publication de caricatures font partie du jeu politique de ce côté-là du monde. De notre côté, nous avançons sur le terrain, dans l'action. Nous voyons les réalités, sans nous laisser influencer par les perceptions ou les images que l'autre camp veut donner. Il est vrai que nous avons déjà bouclé une grande partie des sujets en discussion, mais personne ne peut affirmer que cela signifie qu'un accord est sur le point d'être conclu. Et il a ajouté, dans cette même interview, à peu près exactement ce que vous venez de dire. Il a expliqué, écoutez, tout ce qu'on fait, c'est envoyer des intermédiaires d'un côté et de l'autre, en passant par le Pakistan. Mais, selon lui, tant qu'on n'est pas proche d'un véritable accord, il n'est même pas question de se rencontrer en personne, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, tant qu'on ne voit pas les deux délégations se rendre au Pakistan, on peut se dire, bon, là, peut-être que quelque chose devient possible. Mais jusque-là, l'Iran affirme qu'on en est encore très loin, même si le président Trump, lui, pense le contraire. Non, je pense que c'est vrai. Et vous savez, si on pouvait juste s'éloigner un peu de ce qui se dit dans les discussions, pour parler de ce que je considère comme des problèmes bien plus graves que le président et ses collègues à Washington ne semblent ni comprendre ni affronter. En avril, l'inflation aux États-Unis est passée de 3,2
à 3,8%. En ce moment, cette guerre entraîne des prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre autour de 6%. Si c'est exact, et je pense que c'est probablement le cas, ça veut dire que nos taux d'intérêt devraient être autour de 7%. Mais ce serait catastrophique pour nous. Alors ils sont artificiellement maintenus à environ 3,75%. Donc, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire là? On est en train de voir tout l'édifice de notre architecture de sécurité, de notre stratégie diplomatique, s'effondrer peu à peu dans l'abîme. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Quand on a commencé cette guerre, on a retiré du marché environ 13 millions de barils de pétrole par jour. Si on relance la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire si on y retourne et qu'on commence à frapper l'Iran depuis les airs et la mer, avec tous les missiles et les bombes qu'on peut rassembler, l'Iran dit qu'il ripostera et qu'il fera disparaître environ 25 millions de barils du marché mondial. Aujourd'hui, on a 374 millions de barils dans notre réserve stratégique de pétrole. 25 millions de barils sont stockés en Oklahoma, je crois, à Cushing. Le reste se trouve surtout au Texas et en Louisiane, le long des frontières. En ce moment, on sait que le président Trump a vendu 17,8 millions de barils la semaine dernière, tirés de la réserve stratégique de pétrole, à un prix inférieur au taux du marché. Ça veut dire des prix du pétrole plus bas, en dessous de 110 $ le baril. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, ça lui a permis de manipuler le marché du pétrole d'une manière qui protège les consommateurs américains des effets réels de la guerre en Iran. Mais à ce rythme-là, cette manipulation va vider notre réserve stratégique de pétrole en environ 60 jours. Faisons le calcul. Ça veut dire qu'à la fin du mois de juillet, on se retrouvera face à une réserve stratégique quasiment vide. Maintenant, tournons-nous vers la Chine. La Chine est autosuffisante à 86% en pétrole, mais il lui manque encore 14%. Ces manques ont été compensés par plusieurs pays, dont la Chine, l'Arabie saoudite, surtout la Russie et quelques autres. Donc ils ne sont absolument pas dans une situation dangereuse. Ils ont fait des réserves de pétrole. Ils possèdent la plus grande réserve pétrolière au monde, environ 1,3 milliard de barils stockés en surface. Cela veut dire que tout ce pétrole peut être extrait. Maintenant, revenons un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe d'autre. Parce qu'on a tendance à voir la guerre en Ukraine et ce qui s'y déroule comme complètement séparé de ce qui se passe dans le Golfe Persique. Et ce n'est pas vraiment le cas. En 2022, au début de la guerre en Ukraine, 3 millions de barils par jour ont été retirés de l'économie mondiale. Cela a fait grimper le prix du pétrole, qui a atteint à ce moment-là 120 $ le baril. Aujourd'hui, en ce moment même, le Royaume-Uni et nos alliés européens fournissent aux Ukrainiens des composants de drones et des données de ciblage pour qu'ils puissent frapper des raffineries et d'autres infrastructures pétrolières à l'intérieur de la Russie. Cette stratégie a porté ses fruits, puisqu'elle a réduit la production mondiale d'environ 13 millions de barils par jour. À ce rythme, quelles seront les conséquences à long terme? Nous allons voir l'économie mondiale se contracter d'environ 36%. À titre de comparaison, la Grande Dépression avait réduit l'économie mondiale de 20%. Mais les effets de cette crise avaient été atténués à l'époque, parce que les ratios dette sur PIB étaient bien plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Que se passe-t-il si on perd, disons, environ 30% de la productivité mondiale? Eh bien, ce serait tout simplement une dépression mondiale. Et on en ferait partie. Alors, parler à la légère de, je cite, « On va aller bombarder ces gens jusqu'à les ramener à l'âge de pierre »,
où on va les bombarder jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire ce qu'on veut, pendant qu'on regarde des prévisions d'inflation à 6% pour le deuxième trimestre. Franchement, je pense qu'on frôle la folie. C'est d'une irresponsabilité que j'ai du mal à concevoir. Je ne connais aucun président, aucun roi, aucun empereur, au cours des 3 derniers siècles, qui ait pris une décision aussi irresponsable que celle qu'on a adoptée vis-à-vis du Golfe, et aussi envers la Russie dans la guerre en Ukraine. Eh bien, c'est dire quelque chose, et personne ne connaît mieux l'histoire que vous. Franchement, c'est la première fois depuis que je vous connais que vous n'arrivez pas à trouver un exemple historique pour dire « c'est un peu comme à telle époque ». Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça veut dire qu'on avance dans un territoire totalement inconnu et qu'en plus, on a littéralement les pires personnes possibles aux commandes pour nous guider. Je ne sais pas si ce sont les pires, mais en tout cas, ce ne sont clairement pas les bons. Et vous savez, je dis à ceux qui nous écoutent, à ceux qui comprennent de quoi il s'agit, allez voir des gens comme Luke Gromen, Gundlach, Ray Dalio ou Peter Schiff. Tous ces experts décrivent, en des termes encore plus forts, exactement ce que je viens d'expliquer. Moi, j'essaie simplement de comprendre les marchés du pétrole et du gaz. Mais dès qu'on commence à parler de tout le reste qu'on néglige, l'acide sulfurique par exemple, sans acide sulfurique, on ne peut rien raffiner. Ça met l'industrie du cuivre dans une situation catastrophique. On ne peut pas non plus raffiner l'uranium. Et la liste continue. C'est un désastre. Et ça, c'est juste un instantané, la partie émergée de l'iceberg, comme on dit. Pendant ce temps ici, aux États-Unis, on est un peu comme sur le Titanic, un navire de la moitié sous l'eau. C'est notre économie et c'est le système financier. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Et franchement, à ce stade, on n'échappera pas à toutes les conséquences. Mais s'ils décidaient de tout arrêter maintenant et disaient simplement « c'est fini », on ne peut pas continuer parce que ça a des conséquences humanitaires pour le monde entier, alors, en tant que président des États-Unis, il serait obligé de suspendre les opérations militaires. Même dans ce cas, il faudrait encore des mois avant que la redistribution du pétrole ne reprenne. Et ensuite, il faudrait 2 ou 3 ans pour reconstruire une bonne partie des infrastructures détruites. Donc ce dont on parle vraiment, s'ils relancent la guerre comme avant, avec nos forces, c'est d'un Armageddon. Et l'idée que l'homme qui a le doigt sur le bouton de l'Armageddon ne soit pas vraiment Trump, mais Bibi Netanyahu, est encore plus inquiétante. Oui. Et l'une des premières choses qu'on peut faire pour essayer d'atténuer un peu cette catastrophe économique dont vous parlez, qui est déjà en cours, tant qu'on ne la freine pas et qu'on ne rouvre pas l'économie, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz pour qu'il retrouve un fonctionnement à peu près normal, comme avant la guerre. Et ça veut dire que ces blocus réciproques qu'on a mis en place, le nôtre contre l'Iran et celui de l'Iran avec le reste des pays du Conseil de coopération du Golfe, doivent être levés. Aujourd'hui, l'Iran est prêt à dire que le trafic peut reprendre normalement, à condition qu'on paye leurs frais. Mais Marco Rubio a été interrogé là-dessus hier soir. C'est en train de se produire. C'est illégal. C'est contraire au droit. Et c'est insoutenable pour le monde. C'est inacceptable. Je ne connais aucun pays au monde qui soutienne ça. Les Russes ne sont pas favorables à ce système de péage. Les Chinois non plus. En fait, il n'y a aucun pays au monde qui l'approuve, à part le régime iranien. Donc non, ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas se produire. Les détroits doivent rester ouverts, libres, sans aucun péage. Et évidemment, cela doit être fait immédiatement, dès que possible. Oui, évidemment, il faut que ça arrive. Mais on a essayé, Doug, pendant plus de 40 jours, de les forcer à rouvrir ce détroit, et on a complètement échoué.
Alors, on est passé à ce cessez-le-feu parce qu'on a compris que ça ne marcherait pas autrement. Donc, Rubio peut répéter ça toute la journée si ça lui chante. Mais la vraie question, Doug, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ces deux blocus soient levés? Quelle est la réalité? Eh bien, la réalité n'est pas exactement celle que décrit le secrétaire d'État Rubio. Le secrétaire d'État Rubio donne l'impression que d'une manière ou d'une autre, presque miraculeusement, nos positions coïncident avec celles du reste du monde, ou que celles du reste du monde coïncident avec les nôtres sur la question du Golfe Persique, et plus précisément sur ce sujet des péages. En ce moment, si on regarde les sondages disponibles, mais il suffit d'écouter les dirigeants et leurs déclarations publiques. Le monde nous tient pour responsables de la fermeture du Golfe. Il faut bien comprendre ça. Il ne reproche pas à l'Iran d'avoir fermé le Golfe. Tout le monde comprend qu'il est logique, d'un point de vue stratégique, que l'Iran ait agi comme il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment ça. Est-ce qu'ils y sont opposés? Bien sûr. Mais ils nous en tiennent pour responsables. Et ça, c'est très important. En Inde, on est passé d'assez populaire à détester, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'Inde. Cette attitude se répand très vite à travers l'Asie, surtout au Japon, en Corée, en Chine, partout en Asie. C'est catastrophique pour nous. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Le plus ironique, c'est que je suis tombé sur une déclaration de Donald Trump qui avait fait cette remarque avant même d'être élu la première fois. Il disait que si nos présidents s'étaient simplement contentés d'aller à la plage, de profiter du soleil et de la mer, on se serait bien mieux porté au Moyen-Orient. Alors, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ça. En d'autres termes, son attitude, quand il est finalement devenu le candidat du Parti républicain en 2016, c'était « Eh bien, si on n'avait rien fait, Don, si on était juste parti à la plage profiter de la mer et du soleil, on serait bien mieux lotis au Moyen-Orient aujourd'hui. » Eh bien, tu sais, Donald, quelqu'un devrait lui relire ça, parce que c'est encore plus vrai maintenant que ça ne l'était à l'époque. Les dégâts qu'on s'était infligés à nous-mêmes et au monde à ce moment-là, je ne dirais pas qu'ils étaient minimes, mais on pouvait encore s'en remettre. Ce qu'on s'est infligé aujourd'hui dans le Golfe Persique, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison de le faire, ça dépasse toute évaluation. L'impact est mondial. C'est intéressant, parce que dans son dernier extrait, le secrétaire Rubio a laissé la porte ouverte. Il a laissé entendre que, si on n'obtient pas l'accord qu'on veut, eh bien on pourrait y retourner. Et beaucoup de gens dans l'entourage du président Trump réclament ça depuis un moment. Évidemment, les habituels, Jack Keane, le général Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham, ces gars-là le disent depuis longtemps. Mais depuis quelques jours, un nouveau nom s'est ajouté à la liste. Ton vieil ami, le général Petraeus, qui dit en gros, « Eh bien, vous savez quoi, il faudra peut-être y retourner et finir le travail, mais cette fois, à la dure. » D'autres problèmes fondamentaux que nous avons avec l'Iran concernent par exemple son stock nucléaire d'environ 450 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est juste un cran en dessous du niveau militaire. Son droit d'enrichir à l'avenir, son soutien à des groupes armés dans la région, souvent très violents, le Hamas, le Hezbollah, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen. Sans oublier les programmes de missiles qui va avec. Je pense que ces autres préoccupations sont assez limitées et qu'elles ne seront peut-être jamais vraiment réglées. Mais il faut clairement parvenir à un accord pour rouvrir le détroit et rétablir la liberté de navigation. Il pourrait y avoir un arrangement, peut-être avec des frais modestes, dont une partie irait à l'Iran, à Oman, ou servirait à financer des aides à la navigation.
quelque chose de ce genre. Mais pour moi, c'est ça, la priorité absolue en ce moment. Et je ne suis pas sûr que l'Iran soit prêt à l'accepter. Pour l'instant, ils insistent pour avoir le contrôle du détroit et pour pouvoir y percevoir des droits de passage. Et ça, je pense que c'est inacceptable. Il se peut donc qu'on doive retourner à la guerre pour leur montrer qu'on est vraiment sérieux sur ce point. Allez, aide-moi à comprendre, ne serait-ce que la logique dans sa tête. Il n'a pas réussi à le faire quand c'était la guerre totale pendant plus de 40 jours. Et maintenant qu'on a refait le plein des mêmes munitions contre les mêmes cibles, on s'attend à un résultat différent. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il dit qu'on devra peut-être retourner à la guerre pour leur montrer qu'on est sérieux? Eh bien, prenons un instant pour réfléchir à ce que David Petraeus considère comme la guerre. Pour lui, la guerre à ce stade, c'est simplement des bombardements à haute altitude et des frappes de missiles depuis la mer, depuis les airs. C'est tout. Il ne semble pas comprendre ce qu'il décrit vraiment. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan, c'est l'Iran. C'est un immense pays. Il a une véritable civilisation. C'est un véritable État-nation. Ce n'est pas un ensemble de tribus arabes rassemblées à la suite de l'accord Sykes-Picot. Ce n'est en rien artificiel. C'est bien réel. Il parle d'entrer en guerre. Et si vous allez faire la guerre à l'Iran, il faudra mobiliser les États-Unis. Ce n'est pas une affaire mineure. Les gens oublient qu'en 1942, l'Allemagne comptait environ 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle d'une population iranienne d'environ 93 millions. Et ils ont évidemment accès à des technologies extrêmement avancées dans de nombreux domaines, ainsi qu'à des réseaux de satellites en orbite. Et lui, il en parle avec désinvolture, en disant « Eh bien, je suppose qu'il faudra faire la guerre pour faire passer notre message. » Je suis sûr que les gens qui le paient chez KKR, tous des sionistes convaincus, membres du vaste réseau financier israélo-juif, le récompenseront pour ces déclarations. Mais c'est d'une irresponsabilité totale. Les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt qui puisse justifier une telle action. Aucun. Et en même temps, il faut prendre un peu de recul et se rappeler qu'il existe cet État qu'on appelle la Corée du Nord, dont tout le monde dit qu'il est dirigé par un fou. Moi, je n'ai jamais cru ça. Je ne pense pas qu'il soit fou. Je le trouve même plutôt lucide. Mais beaucoup de gens se disent « Oh, c'est juste un dangereux maniaque. Et il a l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? Rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce qu'il a l'arme nucléaire. Alors, à quoi participent David Petraeus et tous les autres qui font partie de cette ligne néoconservatrice, mondialiste et pro-israélienne? Ils font partie d'un groupe de gens qui convainquent des milliards de personnes dans le monde d'investir massivement dans l'arme nucléaire pour être sûrs que nous et nos amis israéliens ne cherchions jamais à les interrompre, les déstabiliser ou les envahir. Et bien sûr, ça ne mènera nulle part. Ça n'ouvrira pas le détroit. Ça n'aidera pas à résoudre le problème ici. Au contraire, ça va l'aggraver. Et du côté iranien, ils ont dit clairement, si vous faites ça, nous on fera tout un tas d'autres choses. Vous ne détruirez pas nos montagnes. Vous ne détruirez pas nos bases de missiles. Alors franchement, je ne comprends même pas, même en essayant de suivre la logique tordue des néoconservateurs et de tout ce courant-là, ils doivent bien voir, non? Et c'est plus une question qu'une affirmation. Ils doivent bien voir que physiquement, ça ne peut pas marcher. Donc leur objectif, quel qu'il soit, ne peut pas être atteint. Et s'ils essayent quand même, ça va nous nuire, non? Je veux dire, ils le voient bien ça, non? Ma vraie question, c'est la suivante. Si Donald Trump, il y a 10 ans, pouvait dire au New York Times
que si nos présidents s'étaient simplement contentés d'aller à la plage, de profiter de la mer et du soleil, on se serait mieux porté au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas chez Donald Trump? C'était pourtant une déclaration parfaitement raisonnable et équilibrée de sa part. Parce que la première règle en politique étrangère et en diplomatie, c'est ne pas nuire. Autrement dit, si on peut éviter d'intervenir quelque part par la force militaire, c'est dans notre intérêt de le faire. Nous n'avons aucune raison de suivre les recommandations de Petraeus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Donald Trump? Où est cet homme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Franchement, je crois que c'est la question à 60 000 $ que je me pose presque tous les jours.